quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Bonjour, vous écoutez Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, et un peu en retard, à Racaille, pour une émission consacrée à 3 dessinateurs de BD, Gottlieb, Spiegelman, Gottlieb pour son œuvre, Spiegelman pour Mauss, et Calvo, un dessinateur de la fin de la guerre de 39-45 qui a dessiné l'histoire justement de cette guerre, voilà, en prenant pour héros ou pour personnages des animaux. Voilà. Bon, Piqueco vous en dira plus, qui s'appelle son bouquin, qui s'appelle comment, le bouquin de Calvo? Bonjour tout le monde, ça s'appelle La Bête est morte. La Bête est morte, c'était Piqueco, hein, que j'ai interpellé d'une manière violente pour une émission qui en quelque sorte qui tente d'être un regard en marge sur l'art, une tentative désespérée et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Alors aujourd'hui, particulièrement hier et aujourd'hui, on se marre. Voilà, c'est ce qui se passe, je ne vais pas vous le répéter. Bon, c'est du plus haut comique, si ce n'était tragique. Voilà, parce que c'est quand même un pays, c'est quand même 60 millions de personnes qui sont les joujoux de ces zozos qui croient nous gouverner. Voilà. Bon, la petite citation, qui est évidemment un rapport avec les BDistes dont on va vous parler. Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. C'est Heinrich Heine, un Allemand qui a écrit ça. Ça vous rappelle certainement des choses. Comme on va vous les rappeler de toute façon pendant 1h30, vous n'allez pas être gâtés. Voilà.
s'établir dans une contrée, en devenir résident, se l'approprier, y expulser ses habitants, misérables gens, soumis par droit de conquête et placés sous dépendance politique du conquérant. Quête dominatrice à la recherche d'un état, voilà le résultat d'une puissance colonisatrice. Aidés de l'Occident, ils ont tué et chassé, se justifient ces terres sacrées par présence d'antécédents. Qui parle d'occupation, parle de résistance, qui parle de colonisation, parle forcément d'indépendance. Danse entre eau de feu, danse dans une salle ou danse entre les balles pour esquiver un couvre-feu. Des animaux courent dans des champs, des hommes sont libres, des animaux sont dans des cages et des hommes sont dans des camps. Vivre comme on l'entend, clôturé dans un enclos. Liberté pas pour le moment, Oslo est tombé à l'eau. Sanglot, cette vie fait rep. J'écris, juste le combat d'un peuple qui se bat pour sa patrie. L'Amérique s'est battue pour avoir son indépendance. Les résistants face aux Allemands pour pouvoir libérer la France. Tunisiens et Algériens, eux-mêmes en ont fait autant. Donc les Palestiniens veulent un État au Proche-Orient et c'est ça le blême. Toi tu parles de fanatisme, mais le conflit ne se résume pas qu'à de l'antisémitisme laxiste. Le monde laisse faire et se défile pendant que tu tues des civils et les appels terroristes. On fait mine d'être concerné, mais dans le fond on s'en fout. Regardez sans être outré tant que ça n'arrive pas à nous. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Je te resitue le contexte pour comprendre, faut reprendre les choses à la base même du problème. Ça dure depuis des siècles, terres convoitées, nombreuses ont été les conquêtes. Différentes religions, différentes communautés, pour tout un lieu saint, chargé d'histoire. Ironie du sort, il en a vu couler du sang. Jusqu'aux événements les plus récents, le territoire a peu connu la paix. Comprends que c'est un peu dur d'y croire. Pour tous les frères, les jeunes de mon âge qui ont grandi dans cette atmosphère et qui ont vu ça toute leur vie. Les mains nues face à une armée prête à rêtir, se faire dynamiter s'apparente à de la résistance. Quoi qu'il arrive, c'est toujours des civils qui morflent et les morts ne se comptent plus. On a tous vu la même chose aux infos, des balles contre des pierres jetées par des enfants, j'invente rien. Les faits parlent d'eux-mêmes, dans les deux camps y a des extrêmes. Faut pas tout confondre, contredis les sionistes et tu passes pour un antisémite en 2 secondes. C'est l'oppresseur qui prend le rôle de la victime. C'est l'art de la faire à l'envers et pour eux elle est belle. Depuis qu'Israël a obtenu son indépendance, ça s'envenime, la spirale fatale du conflit commence. L'état arabe promis par l'ONU ne sera pas, s'en suivra la guerre des 6 jours, Sabra et Shatila. Première intifada, la révolution des pierres. Massacre sur massacre, période meurtrière. Et de nos jours on peut pas dire que ça va en s'arrangeant. Sujet tabou et dérangeant, je me devais d'être clair. Issus de la même famille, enfants d'Ismaël et d'Israël, sont des cousins mais trop de gens oublient que les juifs du Maghreb ont longtemps vécu en harmonie avec les musulmans. Certains y vivent encore aujourd'hui. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Le mensonge est l'arme de l'intelligent. Les médias l'ont compris, se l'approprient et l'utilisent à tes dépens. Parlent de leurs bienfaits, mais jamais de leurs défauts. Injectent leurs carottes en sachet et jouent avec nos cerveaux. Parle de parents qu'envoient leurs enfants au combat. Mais pourquoi? Pour faire passer ces gens pour des sauvages. Tu ferais quoi si on avait tué ton père, détruit ton toit? Je parle pour moi, au Hakallah, j'aurais envie de faire un carnage. Haine pour haine, balles perdues et plus. Palestiniens dans les rues, Israéliens dans des bus. Le mal par le mal, venger les tiens. Tu ne peux plus rien enlever à ceux qui n'ont plus rien. Plus d'accord de paix, ni de cesser le feu, rien que ça cogne. Ça c'est la politique de Sharon. Ariel comme la lessive, noire de sentiments, blanchie par les médias et les States comme adoucissant. Dans ce coin du monde où la paix reste difficile à défendre, Isaac Rabin en a fait les frais et s'est fait descendre. Malheureusement on peut pas revenir en arrière. Les rendez-vous manqués de l'histoire ont fait que remuer la merde, comme si c'était prémédité. Processus de paix qui foire, et toujours des territoires occupés. Des blindés qui tirent, des gosses qui jouent sur des mines. Ceux qui veulent mourir en martyrs, prêts à partir. Terre de convoitise, lieu saint, poser les armes, Jérusalem. Bonjour, shalom et salam, je suis pas l'avocat du pauvre, mais ça me fait mal et tu sais, si j'en parle, c'est parce que personne le fait. Refrais, vire tes œillères, y'en a assez, le dire m'a soulagé, même si je peux rien échanger. Si à tes yeux on prend position, comprends bien qu'on parle pas en tant que musulman, rien qu'en tant qu'être humain. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide
humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Jeteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire, vu que les colons te volent tes terres. Et c'est triste, toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. C'était Sniper qui interprétait Jeteur de pierre. Oui, ils ont tout dit, quoi. Je vais vous donner quelques chiffres quand même pour appuyer leur magnifique texte. Voilà, depuis que Tsahal, l'armée israélienne, a commencé à canarder Gaza, 2020 morts, en gros, hein. On fait tout en gros ici. 800 femmes et enfants, dont 541 enfants. 10 000 blessés, voilà. 216 écoles touchées par les bombardements, 22 détruites, pas de rentrée scolaire cette année à Gaza, enfin les retardées en tout cas, puisque la plupart des écoles sont mis à la disposition de réfugiés qui n'ont plus de maison parce qu'elles ont été détruites par les bombes. Voilà. Il faudra au minimum 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être plus, pour faire le ménage un peu dans toutes ces écoles, caser les gens dans des lieux où ils peuvent avoir un minimum de bien-être. Si on peut parler de bien-être sur cette terre martyre, voilà. C'est le petit bilan chiffré de ce que viennent d'évoquer pour nous ce groupe de rap qui est audible. C'est assez rare qu'on comprenne leurs paroles, mais là on comprend tout et c'est pas plus mal, voilà. Alors bon, il faut pas non plus se faire des alus, hein. Il y aura jamais, tant que les Israéliens n'auront pas complètement se seront pas complètement appropriés la Palestine, enfin ce qu'il en reste, voilà, ça continuera. C'est leur objectif depuis le début, c'est de virer évidemment les Palestiniens de leur terre. 300 colonies en cours en ce moment, et qu'on est loin de vouloir arrêter cette espèce de cynisme, mais vraiment terrible, qui consiste évidemment à détruire les olivets pour que les gens n'aient plus rien pour vivre. Enfin, puis si ça va pas assez vite, et bon, on les vire carrément. Et on met une colonie à la place, voilà. Et les colons, j'en ai entendu quelques-uns, j'avais déjà évoqué ici, qui considèrent que les Palestiniens sont des étrangers qui n'ont rien à faire ici, alors que eux, enfin ceux qu'on a entendus qui étaient là depuis quelques mois, en Israël, des gens qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, qui viennent du monde entier, de descendance de confession juive, ils sont chez eux. Alors les autres, ils n'ont pas à être là, hein. C'est tout. Alors, s'ils comprennent pas par la gentillesse, ça n'a jamais été le cas. Hein. Il n'y a jamais eu de gentillesse de l'autre côté. Eh c'est la force de là. Pour quelques roquettes balancées sur Israël, c'est, je sais plus combien, 1 mois de guerre là, ou quelque chose comme ça, ou 2 mois, je fais plus le compte. Moi, je considère. C'est quoi, 10 juillet par là, non? Je considère qu'ils sont en guerre depuis 1948, de toute façon. Depuis 1948, que de chemin parcouru pour cet État colonialiste. Ils ont pratiquement encore quelques efforts et puis il y aura plus de Palestine du tout, voilà. Et les Palestiniens sont baladés et on leur reproche qu'ils se révoltent. Le Hamas, moi je lui dis pas que je suis un inconditionnel des barbus, hein, parce que bon, ils sont religieux, la religion c'est pas mon truc, je dois dire que je m'en méfie un peu, mais quand même, c'est leur pays, ils sont résistants et ils se battent pour leur pays. Et qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Nous-mêmes, on l'a fait. Enfin, quelques Français l'ont fait pendant la dernière guerre contre les Allemands qui occupaient leur pays. Alors, et on n'a jamais songé, en tout cas officiellement, à leur reprocher, quoi qu'on pourrait. Enfin, Piquécou vous parlera de cette BD, la Calvo, qui est assez curieuse. Voilà. Bon, j'en ai fini. J'ai poussé. J'ai fait mon petit bruit là du mardi matin sur une question tragique. Enfin, je sais même pas si on a le droit d'en parler tellement c'est tragique. Enfin, les mots en tout cas qu'on peut employer pour en parler,
Il faut vraiment les trouver. Et voilà. Alors je pourrais rédiger un texte épuré et puis vous balancer ça comme ça d'une manière détachée. Mais je préfère vous parler de ce que je sais, de ce que je ressens. Ça, brut de décoffrage. Ça plaît pas, tant pis. En tout cas, nous, ici, dans cette émission, à Racaille, et d'une manière plus générale, je crois, sur Radio Libertaire, on est plutôt du côté de ceux qui sont bombardés que du côté de ceux qui bombardent. Ouais, t'avais vu des jeunes gens là qui justement disaient que leur tristesse de ne pas pouvoir reprendre leurs études. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, il y a des interviews là-dessus, mais c'est très rare. Hein, parce que moi, je me lève très tôt. Bon, c'est pas une qualité, hein, c'est que je peux pas dormir beaucoup. Et je me lève très tôt. Et les premières informations qu'on peut choper, par exemple, sur la Palestine bombardée sur Gaza et tout ça, le matin vers 5-6 heures, vous avez des informations, vraiment des informations. On vous montre justement ces jeunes gens qui ne pouvaient pas effectuer leur rentrée scolaire normale et qui étaient vraiment, enfin, on sentait que c'était terrible pour eux parce qu'ils ont une soif d'apprendre et on peut comprendre qu'ils laissent cette soif d'apprendre. Voilà, ils sont dans la guerre et il faut qu'ils passent entre les bombes pour pouvoir lire des livres. Bon, et après, quand tout le monde est levé dans ce beau pays, prêt à aller au turbin, alors les informations sont tout à fait différentes. On n'entend plus parler de ces bombardements, on voit plus enfin on en parle comme ça, mais très vite, et on voit plus de films ou d'interviews sur le terrain. Voilà, c'est l'information comme ce pays sait la distribuer, c'est-à-dire avec parcimonie quand ça dérange et avec abondance quand ça fait pas de mousse, quoi. Voilà. Bon, c'est jamais facile de redémarrer après toi quand tu évoques des sujets aussi forts. Oui, mais enfin, je tiens à prévenir nos auditeurs chéris que cette émission où on va parler de Gottlieb, on va parler de Mauss, et puis la BD de Calvo, là, ça va pas être très gai non plus. Alors, ouais. Ceux qui ont envie, ceux qui sont rentrés de vacances d'un mois sous la flotte, qu'on besoin de se remonter le moral, pensez tout de suite sur RMC ou sur Europe 1 ou France Inter, mais ne restez pas avec nous. Ouais, bah nous moi je vais quand même aller un petit peu encore sur les bords de mer, voilà. Si on peut encore se promener le long des côtes en France sans faire systématiquement du slalom entre les constructions en béton, c'est parce qu'en 1986 a été adoptée quasi à l'unanimité par le Parlement la loi littorale. La loi littorale, c'est une loi qui protège du bétonnage, justement, les bords de mer, les étangs salés, les plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, comme le lac de Vassivière, par exemple. Voilà, c'est encore une loi qui se voit forcément attaquée et grignotée maintenant par nos élus. Les sénateurs demandent, au nom de ce fameux développement économique ou de la décentralisation, un assouplissement de cette loi. Ainsi, à la veille de l'été, une dizaine de sénateurs UMP ont déposé une proposition de loi qui donnerait aux élus locaux le pouvoir d'accommoder cette loi littorale. Histoire de nous enfumer un peu plus, les signataires de ces propositions suggèrent que ces adaptations locales soient soumises à l'approbation du Conseil national de la mer et des littoraux. Et justement, devinez qui siège à ce conseil, des élus locaux, des professionnels du tourisme et des bétonneurs. Donc le tour est joué, l'affaire est dans le sac. Comme la sénatrice socialiste du Morbihan et son collègue UMP ont rédigé en janvier un rapport qui dénonçait tous les recours en justice déposés par les associations de défense du territoire. Mince alors. Ils font maintenant tous deux le siège du ministère de l'écologie où Ségolène Royal devrait leur donner du mou. Ce qui est par ailleurs contredit par une collaboratrice de Ségolène Royal. Qui croire ? Ouais, c'est ça, qui croire. Qui croire. Donc depuis la promulgation de cette loi, les maires réussissent à passer outre. Ils classent comme constructibles des terrains qui devaient rester vierges, et quand leurs successeurs arrivent en poste, ils n'osent plus s'opposer aux autorisations, ne voulant pas se mettre à dos les électeurs qui ont été favorisés. Donc on est encore et toujours dans ces échéances électorales qui dictent leurs lois et anesthésient toute prise de décision un peu musclée. La loi est d'ailleurs elle-même perméable aux interprétations diverses et avariées. D'une part, il est interdit de faire des constructions nouvelles à moins de 100 mètres du rivage et dans des zones non urbanisées. D'autre part, la loi autorise la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Donc voilà la faille dans laquelle se sont engouffrés illico les promoteurs, comme le groupe Pierre et Vacances qui a construit à Mandelieu-la-Napoule, sous l'appellation de hameau, une résidence de 1000 personnes équipée de 205 places de parking. Et d'autres petits futés, eux, ont rebaptisé hameau des constructions existantes afin d'être autorisés à pouvoir les agrandir. Voilà. Donc c'est toujours à peu près ces mêmes schémas. Ben bien sûr, oui, tout ça pour le pognon, tout ça pour être réélu, mais le fond de ça, c'est que voilà, ils n'en ont rien à battre. Ils vont continuer à rendre inhospitalier le littoral, parce que bon, on voit bien où il y a des constructions comme ça qui sont des murs de la honte tout le long des côtes. Eh bien, la vie, elle est absente, puisque à part un mois ou deux durant l'été, tout ça c'est vraiment désert, sinistre. Voilà, bon, enfin bon, on va pas tartiner là-dessus. Il y a un certain comment on pourra dire, certaines désabus, quoi. Je sais pas comment on dit, désabusés. Voilà, aussi ça, tout de suite, c'est un peu lié à tout ça, c'est l'écologie, c'est la protection de l'environnement, des espèces, etc. Il y a eu une campagne de pêche en Norvège à la baleine, il y a eu je sais plus combien, plus de 1000 et quelques prises de baleines, alors que normalement les baleines sont protégées, etc. Mais encore là, comme le dit Piquet-Cout, sous des prétextes divers et avariés, voilà, c'est pour des recherches scientifiques, c'est pour... Tout le monde sait que c'est pas vrai, mais voilà, plus de 1000... Quand vous pensez une baleine qui pèse 30 tonnes, non mais, comment on peut tuer des trésors de la nature comme ça, voilà. C'est la même chose pour les insectes, mais enfin bon. Les baleines, quand même, elles ont failli disparaître, mais je pense que les mecs, ils lâchent rien. Les Norvégiens, pourtant, c'est pas des tarés, quoi, je sais pas, moi, merde. Il y a des gens intelligents chez eux, voilà. Pourquoi ils continuent et les Japonais, c'est carrément, c'est de la recherche scientifique, hein. Mais tout le monde sait qu'ils bouffent les baleines, merde. Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. Des Tchernobyl d'Henri Bambel voient naître des fœtus mort-nés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants, petit à petit agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant des espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout. Il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus-dessous. La terre meurt, où allons-nous? Dans la finance et les affaires, le pétrole est le maître mot. Il mène à tout, même à la guerre. Et nul ne s'inquiète de l'eau. Où en sont la flore et la faune? Et qu'advient-il du firmament, privé de la couche d'ozone, gardien de l'environnement? Sous le ciel, le sol se révolte, car l'homme trompe la nature. Quand il trafique les récoltes, il hypothèque son futur. Sous le soleil, les forêts brûlent et l'on gave les champs d'engrais dans la boulimie majuscule du rendement et du progrès. La terre meurt, l'homme s'en fout. Il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde
sans dessus dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien, qu'il se fiche de l'existence des baleines et des dauphins. L'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau. Et dans les grandes marées noires, le mazout angle les oiseaux. La société consommatrice avance impunément ses pions, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs. La sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie. Et certaines races humaines crèvent d'abandon et d'oubli. La terre meurt, l'homme s'en fout, il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus dessous. La terre meurt, où allons-nous? La terre meurt, réveillons-nous. C'était Charles Aznavour, La Terre meurt. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Bah ça alors ma bonne, ça me laisse sans voix. Bah, c'est ce que je vois. C'est bien, il faut surprendre de temps en temps. Ouais ben voilà, comme quoi la vieillesse, hein, parfois ça bonifie. Hein. C'est bien mon cher Charlot. Là t'as fait quelque chose, t'as fait œuvre quand même. Hein. J'ai adoré regarder ta tête pendant toute la chanson. Ben pourquoi pas, écoute, voilà, il doit se mettre sa conscience, voilà, à l'abri du remords. Bon, parce que il a dû polluer un peu la terre lui aussi, avec son pognon. Bon, ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Piquet-Coup pour cet événement musical surprise. Majeur et surprise surtout. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mettre, sans pub. Vous écoutez un racaille avec, vous voyez, avec des nouveautés musicales assez étonnantes. Voilà, une émission consacrée à Gottlieb, Spiegelman pour Mauss, Gottlieb pour sa vie et autres témoins. Calvo, voilà, les turpitudes de la bête. Et tout de suite, notre camarade Piquet-Coup, notre intellectuel de service, va vous lire un extrait de J'existe, je me suis rencontré, qui est l'objet de... qui a un peu, c'est ce qui a déclenché cette idée de faire une émission sur lui et les autres. Voilà, vous allez un extrait de ce bouquin. Ouais, c'est ça, le livre que Gottlieb a écrit pour raconter en fait ses premières années jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc moi j'ai choisi 2 extraits du début du bouquin. C'est difficile d'extraire justement des passages parce que tout est très sympa, c'est raconté simplement avec plein d'humour. Et justement sur le blog de l'émission, donc j'ai mis un lien. Il y avait Gottlieb a été passé il y avait une émission sur France Culture quand il y a eu l'exposition Gottlieb au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc il y a eu une lecture, donc j'ai mis un lien sur 1 heure de lecture de ce livre. Donc voilà, donc le premier extrait que je vais vous lire, le chapitre s'appelle Erwin. Erwin, c'était le nom de son papa. Le prénom. Le prénom de son papa. Erwin Gottlieb était peintre en bâtiment. Bien que je ne l'ai pas connu beaucoup, je pense que ça ne devait pas être le mauvais cheval. Quand j'avais été méchant et que le soir il rentrait du boulot, ma mère, qui entre parenthèses avait la dénonciation facile, lui disait « Marcel a été méchant aujourd'hui ». Il me regardait alors avec une expression sévère et sans un mot désignait de l'index la direction des cabinets. C'était là ma punition. Au lieu de me coller au coin ou de me flanquer une raclée, il m'enfermait dans les chiottes pendant 2 ou 3 minutes. Il était extrêmement sévère. Oh oui. Ou alors, des fois, il me menaçait de mort. « Marcel a été méchant aujourd'hui », lui balançait perfidement ma mère. La fourberie faite femme. Il me regardait alors, les yeux étincelants de colère rentrée, puis sur un ton de froide cruauté, il laissait tomber comme une lame d'acier cette phrase impitoyable « C'est bon, puisque c'est ça, je vais le tuer ». Il plongeait sa main dans la poche,
en sortait une banane et la brandissant vers moi comme un revolver faisait « pan !» Après quoi, il m'abandonnait l'arme puisqu'aussi bien m'ayant tué, il n'en avait plus besoin. Et moi, je mangeais la banane. Ah, ça c'est génial. Voilà, donc après c'est un deuxième passage. Donc là c'est quand il raconte ses Zorro est arrivé. Un jour, empruntant le passage Ramet, je revenais de la boulangerie, un pain fantaisie sous le bras. Et voilà que soudain une silhouette bondit, surgissant d'une porte cochère comme un diable à ressort de sa boîte. La bouche grande ouverte crachant des flammes, les yeux lançant des éclairs et les bras écartés, la créature démoniaque se planta devant moi, me barrant le chemin. J'ai tout de suite reconnu Coudray, un grand con qui était dans la même classe que moi. Avant même que je ne lui ai demandé ce qu'il me voulait, il m'a apostrophé méchamment en m'agitant son poing sous le nez. « Alors, v'là le youpin qui revient des commissions ?» qu'il m'a hurlé au visage en ricanant. C'était injurieux, et par ailleurs, il avait mauvaise haleine. C'est pourquoi j'ai instantanément pris la décision de ne pas me laisser faire comme ça. Il avait beau mesurer 3 têtes de plus que moi, j'allais montrer à cet abruti de quel bois je me chauffais. En un éclair, je conçus un plan très astucieux, consistant à lui signaler que son lacet était défait. Puis, profitant du bref moment où il se baisserait pour le renouer, j'aurais tout le temps de me tirer en 4e vitesse. Et des clopes pour me rattraper. Je courais plus vite que lui en cours de gym. J'ai toujours adoré donner une bonne leçon à ces connards qui ont surtout une grande gueule. Malheureusement, au moment où j'allais lui désigner son lacet, il me tenait déjà au revers de mon paletot, me secouant comme un prunier, et son poing n'allait pas tarder à casser mon cartilage nasal, ainsi que quelques-unes de mes dents. Le salaud m'avait eu de vitesse. Je serrais la mâchoire, fermais les yeux très fort et attendis le choc. À cet instant précis, il y eut une grande lueur que je perçus, nettement à travers mes paupières closes et crispées. Une ouverture symphonique majestueuse éclata cependant qu'une voix de ténor venue des nues entonnait cet inoubliable chant martial, un cavalier qui surgit hors de la nuit. Et sans me rendre compte de ce qui m'arrivait, je me retrouvais libre de mes mouvements. Complètement ahuri, je risquais un œil ou deux. Un noble seigneur masqué, chevauchant un cheval pie et tout de noir vêtu, était en train de courser cet enfoiré de Coudray à coups de pied au cul. Zorro était arrivé au bon moment. C'était mon père, qui, rentrant du boulot, revenait du métro Marcadet-Poissonnier, empruntant lui aussi par un hasard miraculeux le passage Ramet, au moment précis où j'allais me faire casser la gueule. Lorsque mon agresseur fut définitivement mis en fuite, mon père revint vers moi et vérifia si j'étais en bon état. Quand il vit que je ne pissais pas le sang de partout et qu'il n'y avait aucune dent cassée à mes pieds, il me prit sous les aisselles, me souleva et m'embrassa sur les 2 joues. Ah, c'est magnifique. Merveilleux. C'est vraiment tout l'esprit du bouquin, ça, en fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un livre qui est sorti il y avait déjà quelques temps, et il y a une réédition, je crois, qui vient de ressortir, qui est agrémentée, en fait, d'une page de BD à la fin. Donc moi, celui que j'ai emprunté, c'est en bibliothèque, j'ai pas les feuilles de BD. Ouais, d'accord. Non, bah c'est voilà, ça vous donne le ton. Ça, c'est voilà les prémices de la vie de Gottlieb. Enfin, ça s'est poursuivi après sur un chemin vraiment étonnant. Ouais, tu vas nous raconter tout ça. Après, oui, enfin, je vais essayer, mais c'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire que voilà, les mots sont toujours un petit peu faibles pour raconter la vie d'un artiste, oui, parce que c'en est un de son envergure. Ouais. Alors le passage que j'ai choisi, le deuxième, en fait, c'est parce que après c'est vrai qu'on a écouté pas mal d'interviews de Gottlieb, et Gottlieb adore Victor Hugo, et justement il a été marqué par ce passage des Misérables où Cosette est avec ses seaux, et c'est pareil, ce Zorro qui arrive et qui lui soulève les seaux, quoi. Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose
Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer, avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. C'était Les vacances au bord de la mer de Michel Jonas. Alors pourquoi cette chanson ? C'est ce que Gottlieb explique. Il aime beaucoup Michel Jonas, qui est hongrois comme lui. Et en fait, il dit que ce que raconte Michel Jonas, il parle à sa place, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et il mentionnait justement cette chanson des vacances au bord de la mer. D'ailleurs, il parle des vacances avec ses parents au bord de la mer, avec son père qui avait un maillot de bain façon 1900, c'est des trucs noirs, avec des bretelles, qui moulaient bien les burnes. Ah oui, moi je me souviens quand j'étais petit, on allait au Sable d'Olonne, enfin entre autres, et c'est pareil, nous c'est juste après la guerre, hein, nous on avait des caleçons de bain en laine, que je suppose que c'est maman qui les tricotait ou quelque chose comme ça. Et alors quand on se trempait, et papa aussi en avait un, et quand il se trempait, quand il sortait de l'eau, on voyait ses burnes. Alors on était morts de rire, évidemment, pas devant lui, hein, mais entre nous. Moi, ça me fait pleurer cette chanson. Enfin, bon, voilà. Oui, une bonne intro à mon blabla sur Gottlieb. Hein, je vais pas en faire des tonnes non plus parce que lui, c'est sa spécialité d'en faire des tonnes. C'est pas trop la mienne. Enfin, pour dire que c'est un dessinateur. Enfin, il est d'origine évidemment juive. Son papa, malheureusement, est resté dans les camps. Sa maman l'a attendu toute sa vie, voilà, il est jamais revenu, et après après que vous ayez entendu Piquet-Court raconter quelques lignes sur son papa, que c'était un homme bien, quoi, voilà, gentil, et qui a été... Alors l'histoire, c'est que d'abord son papa a été emmené, et puis... quelque temps plus tard, vers 3h du matin, ils entendent frapper à leur porte, Gottlieb et sa maman, et alors ils étaient morts de peur, parce que en pleine nuit comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Surtout que le papa avait été emmené. Enfin, ils savaient pas eux que c'était pour être exterminés dans des camps de la mort, mais bon. Et ils ouvrent, hein, après quand même certaines hésitations. Et c'est un commissaire de police qui était devant. Alors là, quand on lit ça, on dit ça y est, c'est bon, ils sont partis aussi. Et non, ce commissaire de police du commissariat du coin venait les prévenir qu'il fallait qu'ils partent tout de suite, sans attendre, mais vraiment tout de suite, parce qu'on allait venir les chercher pour les déporter comme son papa, quoi. Et alors, oui, mais on va aller, nous, on sait pas. Il dit, vous allez chez... Il leur donne le nom d'un des voisins, d'un de leurs voisins de palier. Et donc, allez-y tout de suite, et ils y vont tout de suite. Et dans l'appartement, il y avait une vingtaine de personnes déjà qui étaient tous des juifs, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas évident, mais pour ce cas-là, c'était évident que c'était des juifs.
ils ont comme ça pu échapper à la rafle qui est venue peu de temps après, quoi, parce que la personne chez qui ils étaient nés n'était pas juive, donc les flics n'avaient aucune raison d'y aller. Et ce commissaire de police, ils l'ont jamais revu, mais c'était au moins injuste, je pense. Ouais. En fait, il explique qu'il a été sauvé 2 fois, justement cette première fois, et après, c'est avec sa maman, ils sont partis dans un foyer rue Lamarck, et c'est pareil, ils sont restés quelques temps, et après sa maman a dit bon, on reste pas là, et finalement le foyer a été vidé peu de temps après par les Allemands. Voilà. Et alors donc après ça, sa maman l'a pris par la main et ils se sont barrés sur les routes, l'Exode, etc. Ils se sont retrouvés dans la grande. Oui, il était placé en Normandie, là justement dans une famille. De croquants. Dans une famille genre Thénardier, c'est-à-dire qui a fait son beurre sur le fait d'héberger des enfants juifs. Des enfants juifs. Oui, bien sûr. Et oui, parce que là, il fallait quand même. Bon, d'accord, on rend service. Bon, il faut que ça paye quand même. Ça a eu payé. Voilà, il était à l'école. Ouais, c'est ça. Au début, il a commencé à aller à l'école, puis après, on lui a dit non. Tu vas t'occuper de la chèvre, donc il dormait dans une grange. Tout à fait, voilà. Non, c'était la belle vie. Bon, pour tous ces petits enfants juifs, c'est terrifiant. Enfin bon, moi ça me fout en l'air d'apprendre des choses comme ça. Et surtout après, il a eu cette enfance terrible, mais il est devenu Gottlieb. Est-ce à cause de ça? Parce qu'il était tout petit chez lui. Il écrivait sur les murs, enfin il dessinait sur les murs, sur le papier peint. Alors sa mère a cafeté à son père. Et son père, ils avaient un conciliabule, etc. Et voilà. Et puis son père, en fait, il nettoyait tout quand Gottlieb était pas là. Et quand il revenait, tout était propre, il pouvait recommencer, quoi. Et son père ne l'a jamais puni pour ça. Et il a demandé à sa maman, des années après, mais qu'est-ce que vous racontiez entre vous quand j'avais dessiné sur un mur, etc. Tu peux l'expliquer? Ouais, c'est ça. En fait, c'est la suite du passage que j'ai lu où il dessine sur les murs, il voit donc sa maman qui raconte et il se demande qu'est-ce qui va se passer, quelle grosse punition. Il pense que là, il a vraiment dépassé les bornes, que la punition va être encore plus grosse. Et finalement, il se passe rien. Effectivement, c'est quand il demandera plus tard que le père lui disait mais laisse-le dessiner, moi je nettoierai et il pourra, il y aura pas de problème, il recommencera. Voilà, vous comprenez donc peut-être un peu mieux le trésor qu'il a perdu quand son père a été emmené par les flics. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on peut raconter quand son père est emmené, c'est qu'il remercie gentiment la concierge de son immeuble parce que son père partait au travail et il a croisé les Allemands qui venaient le chercher, mais il partait déjà. Et en fait, les Allemands ont demandé où habitait donc Monsieur Gottlieb et la concierge, au lieu de gentiment donner son adresse pour qu'ils arrivent dans un appartement où le père serait pas là, leur a dit vous venez juste de louper, il est là dans la rue. Donc les Allemands ont pu rattraper son père. Merci la concierge. Enfin, elle n'était pas seule. Tous les 3/4 des Français étaient comme elle, voilà. Et ça serait pas mieux aujourd'hui, si ça recommençait. Voilà, on peut mais pas seulement avec les Juifs, avec les Roms, avec les gens d'Afrique du Nord, avec les Africains, etc. Voilà. Je suis peut-être pas particulier aux Français, il faut pas non plus rêver, mais quand même, on a parfois un peu honte d'être dans un pays comme celui-là. Voilà, où on commémore là en ce moment la libération de Paris et où celui qui croit être notre président là est allé hier découvrir une plaque devant la préfecture de police, je suppose en mémoire de la police résistante, et là on pouffe en pleurant parce que voilà, les gendarmes, etc., là, les flics de Paris et les gendarmes de France ont une part non négligeable dans la collaboration avec les nazis par l'intermédiaire du gouvernement de Vichy. Mais tout ça c'est oublié. Bon, j'ai lu une fois un bouquin, qui était écrit par un mec qui parlait justement de ce leurre de la résistance dans la police. Il disait qu'il y en avait eu quelques-uns, mais que l'immense majorité des flics étaient évidemment aux ordres de la police de Vichy, du régime de Vichy, et collaboraient d'une manière spontanée, étroite avec les Allemands, et parfois faisaient encore plus de zèle que les Allemands pour la traque des gens roms, juifs, francs-maçons, homosexuels, etc., que les nazis emmenaient dans des camps d'extermination. Voilà. Bon,
Bon, c'est un peu long en préambule l'histoire de Gottlieb, mais vous connaissez Gottlieb par la rubrique à Braque, par Super Dupont, etc., etc. Ouais. Toute une liste de... Il y a quoi, les Dingos dossiers, Cinémastock, Ralovli, Le Père Pervers. Voilà, c'est ça. Fait penser un peu, remarque, ça me vient comme ça fait penser un peu à Robert Crumb. Enfin, c'est pas le même, évidemment, ils ont rien à voir dans l'iconographie, etc. Mais quand même, il y a quelque chose là-dedans de Crumb, quoi, parce que Super Lovely, c'est ça Ralovli, quoi, c'est des choses comme ça. Même Super Dupont, pour l'anecdote, qu'ils ont dû arrêter Gottlieb et puis Mandrika, je crois, c'était qui faisait avec lui Super Dupont. Non, je crois que c'était Jean Solé. Jean Solé, oui, Jean Solé, qui ont dû arrêter parce que le FN s'en était emparé, quoi. Dans un meeting, même Le Pen, le père, le Borg, là, s'était qualifié de Super Dupont, vous voyez, parce que Super Dupont, mais il fallait pas le lire au premier degré, hein. Il défendait la qualité française, on l'aurait pu l'appeler aussi Montebourg, hein. Voilà. Et donc, les autres, ils sont sans vergogne, hein, ces gens-là. Voilà, ils ont pas oui, sans vergogne, voilà ce que je peux dire de plus, de s'emparer d'un héros créé par un homme dont le père avait été enlevé par leurs idoles, là, les nazis, voilà. C'était quand même assez, on sait que les politiques, hein, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer de l'instant que ça leur sert, voilà. Alors, Gottlieb, il a passé sa vie à tourner en dérision à peu près tout, hein, d'une manière assez... J'adore regarder Picot quand elle lit Gottlieb, elle est morte de rire du début jusqu'à la fin. Moi, je me lasse assez vite parce que toutes ces choses-là, si vous voulez... Après, ça devient un petit peu trop systématique. Voilà. Bon, mais Picot, par contre, non, pas du tout. Ouais, parce que ce qui me fait rire, moi, c'est cette forme d'autodérision, en fait, qui nous sert à chaque fois qu'on est confronté à nos maladresses, à tout ce qui peut nous arriver. Et en fait, je trouve que si d'un coup, on pense autodérision et qu'on imagine des pages de BD avec nos petits personnages et ce qui nous arrive en grossissant un peu l'histoire, je trouve que là, forcément, on rigole et ça passe beaucoup mieux. Ouais, ça passe pas, ça bosse beaucoup mieux pour Picot, un peu moins pour moi, parce que en me regardant, elle se marre. Alors, je me dis, bon, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai fait encore, ou à quoi elle pense en se marrant, en me regardant comme ça à Gottlieb, probablement. Voilà. Oui, alors son travail, si vous voulez, graphiquement. Je suis pas tout à fait. Moi, c'est pas vraiment le genre de travail qui me porte m'enthousiasme. C'est très appliqué. On sent que c'est besogneux, quoi. Mais en même temps, il arrive quand même. Si vous voulez, voilà, où Crumb est beaucoup plus. Moi, j'adore le graphisme de Crumb, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus. Mais chez Gottlieb, il y a un petit peu ça avait pensé, vous savez, à l'élève de primaire là qui est un rêveur et puis qui s'applique à se faire passer pour un génie, quoi, voilà, à force de labeur, hein, qui peut devenir premier de la classe. C'est un peu à quoi me fait penser le travail de Gottlieb, mais qui en même temps, comme le relève Picot, voilà, il arrive à saisir des situations, des comiques. Enfin, tous les jours, on fait des tas on commet des tas de maladresses, ou en voulant pas commettre des maladresses, on se comporte d'une telle manière qu'on est des vrais dessins de Gottlieb, quoi, ou des vrais cartoons de Gottlieb, quoi. Voilà, il a su saisir. Gottlieb, je crois que son apport vraiment, pas seulement à la BD et tout ça, mais au comportement à nos comportements, ont changé avec Gottlieb, quoi. On peut plus enfin, je veux dire, ceux qui ont lu Gottlieb, ceux qui ont été baignés là-dedans dans les années 70, eh bien, on peut pas se comporter après avoir lu Gottlieb comme avant. On est déjà, parce que ça nous remet tellement en question que si vous voulez, on se regarde vivre, quoi. On se regarde vivre avec l'œil de Gottlieb, et parfois ça permet de surmonter des situations terribles, parce que bon, on relativise avec l'humour de Gottlieb, voilà.
Mais lui, il était, c'est ce qu'il explique. En fait, je pense qu'il était vraiment besogneux parce comme il a loupé beaucoup d'années d'école quand il est parti justement à la campagne, il a voulu rattraper et quand il se passionnait pour un sujet, en fait, il allait à fond, quoi. Il lisait complètement ces sujets. Et quand il dessinait les animaux, c'est pareil. Il était abonné, je crois, à une revue qui s'appelait La vie des bêtes. Oui, La vie des bêtes. Et donc, il s'inspirait de ça, ou alors il allait chercher dans le dictionnaire. Quand Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, oui, ça c'est touchant parce que bon, voilà. Il a toute sa vie. C'est un autodidacte. Il y a beaucoup dans la bande dessinée. Avant, maintenant, je crois que ça a changé, mais à cette époque épique, dans la bande dessinée, il y avait beaucoup d'autodidactes, quoi. Des gens qui n'avaient pas fait les beaux-arts, qui n'avaient pas fait les arts appliqués, qui n'avaient pas fait les arts déco, qui n'avaient fait aucune école d'art. Et voilà. Et lui, il est emblématique de cette génération de cartoonistes qui étaient autodidactes. Parce qu'il y a beaucoup, moi j'en ai connu des cartoonistes, j'en ai connu aussi qui avaient fait les beaux-arts, mais j'en ai connu aussi beaucoup qui n'avaient pas du tout fait les beaux-arts et qui étaient simplement des gens passionnés par ce métier et puis qui avaient réussi à force d'application, à force d'un travail forcené, parce que imaginez l'œuvre de Gottlieb, c'est des milliers de dessins. Voilà, et pas des dessins qui sont faits, c'est pas du Reiser. Reiser, il y allait, lui, bon. Parce que Gottlieb, il devait faire des crayonnés avant, je suppose, il travaillait en plus à la plume. Non, c'est quand on réfléchit à la somme de travail que cet artiste bédéiste a pu produire, c'est invraisemblable. Voilà. Maintenant, il a 80 ballets. Il est quand même un peu fatigué, on voit, quoi. Mais il a gardé quand même ce côté juvénile, cet humour. Ouais. Vraiment, il est toujours égal à lui-même, si on peut dire. Voilà. Et on a regardé avec Piquet-Cou, d'ailleurs, elle vous aura mis des comment on appelle ça, des adresses? Non, des liens. Des liens, oui. Sur le blog, où on le voit, lui, il y a une interview de lui qui dure un bon moment sur Arte. Non, c'est France Culture. C'est une émission c'est une émission de France Culture qui s'appelle Le Bon Plaisir de Gottlieb. Et d'ailleurs, c'est Ruth Stegacy qui l'interviewe. Et il y a plusieurs intervenants. Il y a sa fille, il y a Bretéché, il y en a tous ceux qui ont un peu travaillé avec lui. Et Ruth Stegacy, en plus, c'est cette femme qui fait l'émission Terre à Terre, là, sur France Culture, le samedi matin de 7 à 8, qui est une émission, une très bonne émission sur l'écologie. Donc ça, c'est un interview de 2 heures qui permet de se plonger dans la vie de Gottlieb. Ouais. Et vous verrez, si vous écoutez cette émission, vous verrez que c'est quelqu'un de très très simple. Il se prend pas du tout la tête. Et malgré ça, il a quand même, je répète encore une fois, une œuvre considérable, complètement stupéfiante. Et je crois qu'il a changé, il a un peu fait bouger les lignes dans l'humour français qui faut le dire avant, qui était pas vraiment terrible. Mais toute cette équipe, ces gens de pilotes, de Charlie Hebdo, etc., ont complètement fait bouger les lignes. Et avant eux, après eux, c'est plus du tout la même chose, quoi. Voilà. Ouais. Et on n'a pas parlé de sa petite coccinelle quand même. Oui, je t'en prie, Dominique. Ah bon bah oui. Voilà, en fait, Gottlieb disait qu'il aimait pas faire des décors. Il n'aimait pas dessiner les immeubles et les choses comme ça. Donc, en fait, il a mis une petite coccinelle qui est là partout et qui remplace un peu ce décor. Ouais, voilà, parce que quand il travaillait avec Goscinny, évidemment, Goscinny, un pilote. Et puis, Goscinny lui a refilé un scénar pendant 2 ans où il était obligé de faire des baraques et tout, des fonds, quoi, animer le fond de la planche. Et alors, pour lui, c'était un calvaire. Alors après, il a terminé tout ça. Coccinelle, Ezio, plus de décor, vous regarderez. Il n'y a rien pour meubler. Hein. Ouais, mais la petite coccinelle, quand on la regarde bien, elle est trop drôle. Parce qu'elle prend toutes les attitudes avec ses réflexions. Elle est dans plein de positions différentes. Non, c'est un vrai plaisir. Ouais. Et puis, je sais pas, on dit qu'après après Pilote, effectivement, après, il a fait l'Écho des savanes avec Bretéché. Et puis après, il a fait Fluide glacial, voilà, c'est ça. Avec Mandrika aussi. Ouais. Et Bretéché, on vous en parlera. On vous en parlera quand la semaine prochaine. La semaine prochaine, on essaiera de faire une émission sur les femmes dans la BD. Voilà, je vais pas tartiner encore pendant 1 heure parce que Piquet-Cou a plein de choses aussi à vous dire sur Calvo, et puis il faut parler aussi de Mauss de Spiegelman qui est aussi un moment très fort, mais extraordinairement fort de la BD américaine. Voilà, tout à l'heure. Assis sur le bord de ma couche, je quitte le traversin pour réintégrer les babouches
Il est déjà matin, coiffé d'une casquette en plomb, la trône comme un conteur. Je cherche mes esprits à tâtons, je m'éveille en douleur. Le pyjama en tire-bouchon, une flèche dans les reins. Je bougonne et je fais le grognon jusqu'à la salle de bain. Blues, 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 Polochon blues. Une haleine à bout tuer un bœuf fait s'évanouir ma nuit. La pulle molle au coin des yeux, je renais à la vie. Une main grattant la tignasse, l'autre le bas du dos. Je fais en me regardant dans la glace, pipi dans le lavabo. Hier soir, quelle ambiance y avait. La vache, qu'est-ce qu'on s'est mis. Maintenant, sur le bord du bidet, je continue ma nuit. Blues, 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 Polochon blues. Voici l'instant où le réveil commence à me gagner. La brosse à dents derrière l'oreille, je fais chauffer du café. À quatre pattes, dans la lumière blafarde du frigo, je scrute la denrée nourricière par 5 au-dessous de 0. Puis vient le moment où la biscotte me pète entre les doigts. L'heure où il y a des petits bouts qui flottent en surface du kawa. Je te dis, la vie n'est qu'une tartine surmontée d'un étron. Prostré dans le fond de la cuisine, je veux du Polochon. Voilà, c'était Polochon Blues interprété par Gottener. Alors c'est pareil, pourquoi cette chanson ? Parce que Gottener dit que c'est une planche de Gottlieb qui lui a inspiré ce texte. Ouais. Et c'est vrai qu'on projette complètement les images. Là. Absolument. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est elle-même toujours sans Dieu, sans maître et sans pub. C'est l'émission Rancoille qui vous parle de Gottlieb, c'est fait, de Spiegelman, c'est pas fait. Et de Calvo, ça va être le cas tout de suite avec Piquet-Coup. C'est à Rancaille, quoi. C'est l'ordinaire des jours de cette émission. Aujourd'hui, des BDistes. La semaine prochaine aussi, mais féminines. Ouais. Donc moi, je vais vous parler donc de cet album qui s'appelle La Bête est morte. Donc c'est un album qui fait partie quasiment du patrimoine de la BD. C'est un album qui est illustré par Calvo et qui a été écrit par Dansette et Zimmerman.
Et c'est une BD qui est parue entre 1944 et 1945, qui a été dessinée pendant les derniers mois de l'occupation allemande et qui est sortie juste au moment de la libération. Et c'est un album qui raconte sous forme de fable animalière la Seconde Guerre mondiale, donc en 2 parties qui sont réunies dans le même bouquin. Il y a la première partie, c'est quand la bête est déchaînée, et la deuxième, quand la bête est terrassée. Donc voilà, qui est ce Calvo? Alors Calvo est né à la fin du 19e siècle. C'est d'abord un caricaturiste qui travaille au Canard enchaîné et dans le journal Le Rire. Puis c'est surtout un dessinateur pour enfants dans diverses illustrés. Donc il se spécialise dans la bande dessinée animalière. Et durant les derniers mois de la guerre, il s'attarde surtout à dessiner cet album « La bête est morte », naturellement dans la clandestinité. Donc à noter que Calvo n'est pas tout seul à se consacrer au dessin clandestin. Il y a un autre auteur qui s'appelle Marie-Jacques, qui est dessinateur et scénariste de Cœur Vaillant, qui est entré dans la Résistance et qui dessine donc cette même année 1944 Les 3 mousquetaires du maquis, qui est une aventure de résistants ridiculisant l'occupant allemand, et qui connaîtra une célébrité moindre que celle de La Bête est morte. Donc La Bête est morte, c'est une BD qui s'adresse à des enfants. Et en première page de l'album, c'est Grand-père Écureuil, qui s'appelle Pas tant moins, qui est sollicité par ses petits-enfants pour raconter donc l'histoire de sa jambe de bois. Donc ainsi démarre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est transposée dans le monde des animaux. Le principe est assez simple. Les Français sont soit des lapins, des cigognes, des grenouilles ou des écureuils. Les Allemands, des loups qui portent la croix gammée. Les Américains, des bisons qui ont les casques de l'armée américaine. Les Anglais sont des dogues. Les Russes, des ours. Les Belges, des lionceaux. Les Italiens, des hyènes, etc. Donc c'est un procédé qui fait aussi penser à Scènes de la vie privée et publique des animaux, un recueil de nouvelles satiriques illustrées par le graveur Granville que nous avions déjà évoqué là dans cette émission. Et le dessin de Calvo, il fait penser à l'univers de Walt Disney. Alors Hitler, c'est le grand méchant loup. Et d'ailleurs, Calvo avait été obligé de reprendre La Truffe des loups. Il y a eu des plaintes des studios Disney. Et donc, il y a deux albums différents, il y a eu 2 parutions. Et en fait, ceux qui possèdent les premières éditions ont quelque chose, ont des albums qui ont de la valeur, parce qu'après, les truffes ont été complètement refaites, quoi. Et La Bête est morte, c'est une BD qui est très riche. Des dessins qui fourmillent de détails. Il y a beaucoup même de scènes secondaires qui sont cachées dans la scène principale. Les scènes sont enlevées, pleines de mouvements, elles sont dynamiques. Par contre, une bonne connaissance de la guerre est nécessaire pour bien comprendre tout ce qui est représenté, que ce soit sur ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre ou même tous les pays qui sont représentés, quoi. Certaines planches font toute une page où il y a des très longs textes. Alors moi j'en ai relu une bonne partie et en fait 70 ans après la fin de la guerre, la lecture de ces BD en fait elle laisse une drôle d'impression et je pensais pas être surprise comme ça. C'est une vision qui est très manichéenne. D'un côté on a les gentils copains des cigognes et des lapins et de l'autre les méchants qui sont copains des loups. Il faut voir quand même que le gouvernement de Vichy et la collaboration ne sont pas du tout mentionnés. Tout le monde est uni pour repousser l'ennemi qui vient de barbarie. C'est un album qui aurait toutes les apparences comme d'un album de propagande aussi pour enfants au service de la résistance, qui célèbre la libération, la lutte, où on est forcément unanime contre l'occupant allemand, qui lui est forcément l'unique coupable du malheur qui s'est abattu sur le pays paisible des lapins. Un texte de fin d'album, je cite « Travailler jour et nuit, nous ne travaillons jamais trop. Notre cigogne nationale a remis notre pays sur la route de la grandeur. C'est sans doute que nous n'y étions plus. Alors, en attendant que la terre soit purgée des loups, des hyènes et autres bêtes malfaisantes, soignons notre rayonnement spirituel, mais soignons aussi notre force matérielle. » Voilà, donc c'est un peu moralisateur. Ça pourrait même aller jusqu'à rappeler le travail famille-patrie de Pétain. Et d'ailleurs, il faut noter que l'auteur Victor Dansette a publié pendant l'occupation un livre de propagande à destination des enfants qui s'appelait « Il était une fois un pays heureux » où un discours similaire était tenu aux enfants. Une autre interprétation aussi consiste à voir qu'il faut réunifier tous les Français et que le succès de cette BD s'explique par cette envie d'aller dans ce sens. Si Vichy n'est pas explicite dans la BD,
par contre, un fait remarquable est que la Shoah, elle, est mentionnée. Voilà, je crois que c'est page 25, il y a une bulle qui dit « Poursuivant plus particulièrement leur vengeance contre certaines tribus d'animaux pacifiques que nous hébergions, et à qui nous avions bien souvent ouvert nos portes pour les abriter contre la fureur de la bête déchaînée, les hordes du Grand Loup avaient commencé le plus atroce plan de destruction des races rebelles, dispersant les membres de leurs tribus dans des régions lointaines, séparant les femmes de leurs époux, les enfants de leurs mères, visant ainsi l'anéantissement total de ces foules inoffensives qui n'avaient commis d'autre crime que celui de ne pas se soumettre à la volonté de la bête. » Voilà, c'est une mention qui est quand même remarquable. Parce qu'il faudra attendre de 1985 après pour retrouver une pareille occurrence dans la BD française, quoi. Ouais, bon, c'est un peu ambigu tout ça. Là, bon. Ouais, je pense qu'il faut se remettre peut-être dans le contexte. Enfin, peut-être. Ouais. Voilà. Mais c'est une BD, on ne peut pas tellement passer à côté en évoquant cette Seconde Guerre mondiale. Ouais, et moi je trouve que pour les enfants c'est un petit peu trop touffu, un peu trop compliqué, c'est pas très clair. Personnellement, j'ai du mal à lire ce genre de BD parce que il y a trop. Il y a beaucoup de textes. Ouais, comme si on voulait noyer, si on voulais noyer le sujet dans une surabondance de textes, d'images, de foutoirs, quoi. Moi, je vais vous parler d'une autre BD après la pause musicale, celle de Mauss, là, de Art Spiegelman. Qui parle aussi de la Shoah, mais là, c'est absolument l'envers de ce que... Complètement. Oui, complètement. C'est très clair, c'est très simple, et c'est très bouleversant aussi, voilà. C'était un morceau qui s'appelle Stop par Aimé Barelli et son orchestre. Oui, un morceau de jazz américain. Il faut dire que à la Libération, le jazz a commencé à envahir l'espace musical français, particulièrement dans les caves de Saint-Germain. Voilà.
Et tout de suite sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub. Radio Libertaire pour vous causer dans le poste. On a déjà fait Gottlieb, on a fait Calvo, et maintenant on va faire Spiegelman, Hort Spiegelman, pour son bouquin Maus, M-A-U-S, voilà, un bouquin sur, je suis désolé, mais on vous l'a prévenu au début de l'émission, un bouquin sur l'enfermement des Juifs de toute l'Europe dans des camps d'extermination. Petite citation tirée d'un journal allemand de Poméranie dans les années 30. Écoutez bien. Mickey Mouse est l'idéal le plus lamentable qui ait jamais vu le jour. De saines intuitions incitent tous les jeunes gens, indépendants, et toute la jeunesse respectable à penser que cette vermine dégoûtante et couverte de saleté, le plus grand porteur de bactéries du règne animal, ne peut être le type animal idéal. Finissons-en avec la tyrannie que les Juifs exercent sur le peuple. À bas Mickey Mouse, partez la croix gammée. Artouille. Voilà. Enfin bon. Alors qui c'est ce mec-là, Art Spiegelman? Eh ben, c'est un dessinateur à Merloc, né au lendemain de la dernière guerre. Il est né en Suède où son père était réfugié, en quelque sorte après la guerre, pas réfugié, mais avait trouvé là-bas un asile après la guerre. Il travaille sur un livre sur l'histoire de ses parents, juifs, dans la Pologne entière, dans la maison de Rego Park à New York, où il a passé son enfance. Il consigne les souvenirs de son père. Sa mère, Anja, s'est suicidée en 1968. Ouais. Bon, beaucoup l'ont fait, je pense, dans les ex-déportés. Art est furieux lorsqu'il apprend que son père, Vladek, a brûlé les mémoires de guerre d'Anja. Vladek est remarié à Mala, une autre survivante. Elle lui reproche souvent son avarice et son indifférence à son écart. Vladek, diabétique réchappé de 2 crises cardiaques, est en mauvaise santé. Voilà. Bon, son père était représentant en Pologne, représentant textile, qui a épousé, donc, en les années 30, Anja Silberberg, la benjamine d'une riche famille de bonnetiers de Sosnowiec. Ils ont un fils, Richelieu, qui meurt pendant la guerre, contraint d'abord à rejoindre les ghettos, puis à se cacher. Vladek et Anja tentent de fuir vers la Hongrie avec des relations d'avant-guerre. Les Mandelbaum, dont le neveu Abraham a certifié dans une lettre que cette filière était sûre. Ouais, ils en sont sortis que 4 ans plus tard. Ils sont pris en mars 44 à mener aux portes d'Auschwitz. Voilà. Et là, c'est cette BD, je vous ai dit, pour moi, un dessin très simple, presque enfantin, noir et blanc, vraiment à la plume, et fait comme un carnet de croquis presque, ou un journal de bord, voilà, où Art Spiegelman interviewe son père, il l'enregistre sur ce qu'on appelait un magnétophone à cette époque-là, voilà, et il fait parler son papa, voilà, et il en a tiré donc ce Maus. Là c'est le tome 2 que j'ai dans les mains. Il y a eu 2 tomes, le 1 et le 2. Moi, j'ai le 2, mais enfin, bon, le 2, c'est la fin, évidemment, de l'histoire. Mais quand même, ça permet de se plonger dans cet univers absolument invraisemblable, tragique, dégoûtant, dégueulasse, pourri, des camps de la mort, voilà. Alors, les Juifs sont des souris, et alors il y a des souris, ce sont les Juifs, ils sont toujours en souris, et puis il y a des cochons, qui sont aussi des détenus des camps, mais qui s'occupent, qui sont capots, etc., c'est-à-dire geôliers, quoi, voilà. Et puis les nazis sont des chats féroces. Alors on voit, je sais pas même si on devrait parler de ces choses-là, parce que c'est tellement horrible, inconcevable. Je sais pas, c'est date de, par exemple, si vous voulez, quand il n'y avait pas assez de place dans les chambres à gaz et dans les fours, eh bien on faisait descendre les prisonniers dans des tranchées creusées par eux d'ailleurs.
on les aspergeait d'essence et on les faisait brûler vifs. Voilà. Ça, c'est toute la barbarie nazie. Enfin bon, moi je pourrais jamais penser que. Enfin, j'en parlais ce matin avec Pikikou, puis je suis des fois un petit peu, j'exagère probablement un peu, mais enfin bon, pour moi, le pays qui a pu supporter un pouvoir capable de faire des telles choses, voilà, j'ai un peu peur moi, je pense que de ma vie, je m'y mettrai jamais les pieds. Enfin bon. Et c'est le déroulé de cette vie et qui est insoutenable. Vraiment, je crois que j'ai vu évidemment tous les films. J'ai vu comment dirais-je, Nuit et brouillard. C'est le premier film que j'ai vu sur la Shoah. J'ai vu évidemment la Shoah. J'ai vu les rescapés de Sobibor. J'ai vu plein de choses comme ça. Mais aucun de ces films ne m'a autant bouleversé que cette BD, je vous répète encore une fois, en noir et blanc, toute simple, dessinée d'une manière un petit peu naïve, enfin un petit peu maladroite, et, voilà, avec des bulles aussi, très très simples. J'ai jamais été touché autant le fond de cette histoire qu'avec avec ce petit livre d'Art Spiegelman, Maus. Voilà. Je peux vous citer des anecdotes. Par exemple, son papa, donc Waldeck, était quelqu'un, sa femme, la femme de Hart, lui dit ton papa, il s'en est sorti, quoi. Il est sauvé. Il dit non, papa s'en est pas sorti, il est toujours là-bas. Voilà, il pense que... Et je crois qu'il a pas tout à fait tort, que quand on a été comme ça, si proche de la mort quotidiennement pendant des années, même seulement des mois, mais pour certains c'était des fois plus longtemps, puisque il y avait qui étaient particulièrement résistants et qui arrivaient à continuer à s'en sortir, eh bien on ne peut pas laisser ça là-bas dans le camp et puis revenir, pépère, tranquillos pour la vie. Non, je pense que son papa avait des nuits terribles où il hurlait, si vous voulez, il y a un truc qui m'a fait vraiment marrer, mais en même temps, ça explique la tragédie il y a pas d'oubli, quoi, ou si vous voulez, il avait un paquet de cornflakes, puis d'autres commissions, d'autres ingrédients pour se nourrir, et les paquets n'étaient pas finis, et comme il devait partir, retourner à New York, ça c'était dans sa maison de campagne, qu'il louait, un lieu de campagne, et que son fils voulait pas en manger, il détestait ce genre de nourriture. Le père, il referme les boîtes avec du scotch et tout, et il va négocier avec le gérant du supermarché du coin pour qu'il lui reprenne les paquets entamés. Mais vous imaginez aller faire ça aujourd'hui à Intermarché, à Carrefour, à Auchan, et puis et il arrive tellement à le baratiner, tu vois, que le mec, il lui accorde une remise sur ses prochaines commissions, etc. Puis il reprend les paquets, il va foutre probablement à la poubelle. Il ne pouvait pas concevoir qu'on gâche, évidemment, de la nourriture. Mais il était comme ça pour tout. C'était des réflexes, c'était pas de l'avarice, c'était pas... Mais ils avaient, quand on lit ce bouquin, quand on voit ce qu'ils bouffaient, ou ce qu'ils ne bouffaient pas, qu'ils pouvaient se tuer pour un bout de pain, etc., vous voyez, ils pouvaient même mourir, parce que si jamais ils étaient piqués ce qui est arrivé entre son papa et Anja, qui ont pu se voir en captivité, puisque sa femme était dans un camp de femmes, et puis ils ont rapatrié des femmes près d'un camp d'hommes pour travailler, etc. Et donc, par miracle, il a pu la voir, et elle était squelettique. Et alors lui, il s'est démerdé pour avoir de la nourriture, pour lui refiler par-dessus les barbelés qui séparaient les camps. Et voilà, il a été pris. Elle n'a pas été prise, mais lui, il a été pris, acheter des trucs, et il a été tabassé à mort parce qu'il aurait pu en mourir. Et sa femme, elle a réussi à se faufiler. Il y avait une bonne femme gardienne du camp qui l'a vu aussi ramasser quelque chose. Elle a réussi à se tirer et à se planquer dans les dortoirs qui étaient immenses. Parce qu'il y en avait des milliers de prisonniers. Et elle l'a jamais retrouvé. Et alors la gardienne en a fait chier à toutes les bonnes femmes toute la nuit, debout, couchées, courir, machin. Il y en a qui sont mortes d'ailleurs. Mais personne n'a desserré les dents pour dénoncer Anja. Voilà. Pour de la nourriture, on pouvait vous tuer. Voilà. Et pour de la nourriture, vous pouviez vous aussi tuer, parce que c'était comme ça que vous pouviez survivre, quoi. J'ai vu d'ailleurs un documentaire sur la faune préhistorique où on voit
un lion gigantesque qui se battait contre un ours gigantesque. Il y a eu une race d'ours géante et il mesurait 3,50 m au garrot. Je sais pas si vous voyez. 3,50 m, 3 mètres au garrot plutôt. Et il mesurait 3,50 m debout, je crois, ou 4 mètres, voilà. Et puis un lion qui était d'une bonne taille aussi, mais quand même plus petit. Et ça illustrait parfaitement la notion de survie dans les camps, parce que le lion, il avait tué un bison, il avait tué une proie, et l'ours, en opportuniste, il était venu pour lui voler sa proie. Mais le lion savait que s'il pouvait pas manger cette proie, il allait mourir, parce qu'il fallait qu'il bouffe une quantité de bidoche par jour invraisemblable. Et alors il se bat jusqu'à la mort pour pouvoir, alors qu'il avait pratiquement aucune chance devant un monstre auquel il s'attaquait, mais c'était ça ou mourir. Ah ben, il est mort, mais pas de faim. Il est mort parce que il a voulu défendre son beefsteak. Voilà. Et ben c'était un peu ça les camps de la mort. Vous saviez que si vous n'aviez pas votre bout de pain, vous alliez crever. Vous voyez, un bout de pain, vous alliez crever, oui, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'autres choses à manger. Voilà. Donc la faim, le froid, la fatigue, les coups, les humiliations, la séparation d'avec sa famille, il savait pas où sa femme était pendant une grande partie de sa captivité, si elle était morte, si elle était vivante, etc., etc. Voilà, ça vous rend quelqu'un complètement... Et dans ce Maus de Art Spiegelman, c'est tellement bien fait et si simplement fait qu'on comprend tout. Alors que dans Calvo, moi j'ai feuilleté une dizaine de pages et puis j'ai arrêté parce que je comprenais rien. Voilà. J'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, en tout cas. Voilà. Alors, si vous voulez avoir une vision un peu différente des atrocités nazies, je dis pas que c'est un livre de chevet qu'il faut avoir chez soi, mais parce qu'après vous avez quand même quelques cauchemars, mais c'est très important de le lire quand même parce que bon, ça vous donne une vision. C'est quand même un fils qui interviewe son père. Il supportait pas son père parce que vivre avec lui c'était un calvaire, vraiment. Mais bon, mais il aimait quand même son père, voilà. Et on voit vraiment la vie terrifiante que ces gens emmenés dans des camps de la mort pouvaient avoir pour les quelques temps qui restaient là. D'ailleurs, à la fin du bouquin, il montre une gare de triage en Allemagne ou en Pologne, je ne sais pas, à la fin de la guerre, où les Allemands rapatriaient tous les survivants des camps en Allemagne. Il y avait des convois immenses, et on voit à un moment une gare de triage, vous savez, du chemin de fer, où il y avait des trains entiers remplis de prisonniers, de survivants des camps. Et il les laissait mourir là, voilà. Les trucs étaient fermés. Et le père de Vladek, là, il a réussi, lui, on a ouvert son wagon, où presque tout le monde était mort, il y avait quelques survivants, et il raconte qu'il y avait d'autres wagons, d'autres trains, où les gens n'ont jamais eu les portes ouvertes, et ils sont morts là, enfermés dans ces wagons, où ils étaient évidemment entassés comme des bêtes, quoi. Ouais. Mais c'est une BD qui est encore beaucoup lue. Moi, je l'ai cherchée en bibliothèque et elle est empruntée dans quasiment toutes les bibliothèques. Ouais, bien sûr, on doit être un peu maso de lire des choses comme ça, mais bon, en même temps, si on va avoir une pleine conscience une conscience un peu plus affûtée de la nature humaine, là, c'est un bon moyen de garder intact en soi la révolte, l'injustice ce qui se passe dans le monde actuellement, ce qui se passe en Palestine, on en parlait au début de l'émission, et puis Kekou disait qu'elle comprenait pas que ce qui se passait, que des gens qui ont échappé à ces monstruosités puissent les reproduire d'une certaine manière en Palestine. Mais je lui disais oui, mais ce sont pas les descendants, eux, ce sont des descendants, et encore pas tous, parce qu'on sait bien qu'en Israël, les dirigeants sont des gens qui sont nés en Israël. Voilà, je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs. Ils ont un nom particulier, les gens natifs d'Israël. Enfin, voilà.
morceau qui s'appelle Frel Age par Trillen et Jutta Kartensen. Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, ça n'a pas changé. À Racaille, pour l'émission qui a été consacrée à des dessinateurs de BD très différents les uns des autres. Voilà, ce qui pouvait les lier, c'était la guerre, la dernière, et les atrocités commises par les nazis. Voilà. En même temps, vous pouvez continuer vous aurez sur le blog tous les liens, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez ou continuer ou réécouter ou voilà cette émission et ce qu'on y a évoqué. Et puis je voudrais aussi, pendant que j'y pense, mais j'y pense tout le temps, Marcel, te faire un coucou. Marcel, c'est un peintre qui expose à la Bastille tous les samedis, enfin pas tous les samedis, il vient pas tous les samedis. Pas du tout tous les samedis. Non, je pense que c'est un autodidacte et moi j'ai acheté une de ses petites peintures, ils vendent vraiment pas cher du tout et qui me procure beaucoup de plaisir. Voilà, je peux pas acheter évidemment toutes les peintures que j'aime parce que bon, même si c'est pas cher, à la fin ça coûte cher. Et puis on doit vivre aussi, nous les petits. Voilà, mais si vous avez l'occasion de passer au marché de la Bastille un samedi, eh bien, allez voir son petit stand et ses paysages qui sont magnifiques. Voilà. En même temps, Marcel, il était chef d'entreprise et je suppose qu'il est à la retraite et voilà, c'est une bonne manière de vivre sa retraite. Et il a un humour assez familier, oui. Voilà, il a une pipe, il fume la pipe. Voilà, bon, nous on l'aime bien en tout cas, et on est content de lui faire un coucou, parce que la dernière fois, il disait, j'ai écouté une partie de votre émission, ouais, c'est sympa et tout ça. Bah oui, Marcel, c'est sympa, il faut pas écouter une partie, il faut tout écouter. Il a écouté par hasard. Par hasard en plus, merde. Donc là, il devait écouter, mais pas par hasard. Enfin, si sa radio marche, parce que il en a la radio, lui, il écoute un vieux poste de TSF, pas à galène, mais à lampe, je suppose. J'en sais rien, mais bon. Parce que, en général, le transistor, ça marche. Mais là, ça doit être un poste à lampe. Bon, enfin, Marcel, il faut vivre avec ton siècle. Enfin, écoute. Et alors, on passe tout de suite aux expos. Aux expos, oui. Alors, les expos, donc, ça, c'est des filles que tu connais. Toi, c'est Angers Damnation. Donc un vernissage, enfin une exposition, donc elles font des bronzes qu'elles font couler en Afrique, c'est ça? Oui, elles font même les modelages en Afrique. Oui. Voilà. Et donc après elles ramènent ce qu'elles ont fait là-bas. Et là donc elles montrent leur boulot donc du 29 août au 1er septembre, de 18h à 21h30. Donc c'est 50 rue là-bas dans le 18e arrondissement. Et voilà, le téléphone c'est 01 53 28 28 14 et j'ai mis un lien sur leur site parce qu'elles ont un boulot vraiment intéressant. On les voit qui font tout le travail, quoi, le moulage, la fonte, c'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Okay. Et je pense qu'il y aura deux artistes du Burkina Faso qui sont sculpteurs fondeurs qui seront là pendant cette exposition. Qui ont l'air d'être présents durant les 3-4 jours. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Donc une autre expo, c'est l'association pour l'estampes et l'art populaire. Donc eux sont 49 bis rue des Cascades dans le 20e arrondissement. Et là, c'est un thème qui colle complètement à notre émission. C'est une évocation de Ravensbrück par Yvan Gros. C'est de la gravure. Ouais. Sinon, alors comme dans l'univers BD, j'avais noté, je suis tombée par hasard sur un lien. Il y a Milo Manara qui vient de sortir une BD sur le Caravage. Oui, le Caravage, dont on a souvent parlé dans cette émission. Ouais. Et sinon, toujours dans la BD et la peinture, donc il y a la BD Pablo, une BD en 4 volumes, qui est donc un scénario, c'est une femme qui est scénariste, qui s'appelle Julie Birman, c'est des dessins de Clément Oubrerie, c'est sorti chez Dargaud. Donc les 4 volumes, le premier c'est sur Mac Jacob, après c'est Apollinaire, enfin les rencontres de Picasso avec Mac Jacob, Apollinaire, Matisse, et le dernier s'appelle Picasso. Donc nous on a eu l'occasion, là on a une copine qui en avait ramené à Bastille, c'est une BD qui est très très agréable à lire, qui est très documentée, mais justement il y a pas trop de texte, non, voilà, c'est clair. Vraiment on est dans la vie de Picasso quoi. Et à Montmartre surtout.
Et sinon, alors que là, c'est pas une expo, mais j'ai mis des liens parce qu'en cherchant plein d'infos sur Gottlieb et compagnie, je suis retombée sur des petites vidéos d'une émission qui passait à la télé qui s'appelle du tac au tac, où il y avait 4 BDistes en fait qui se lançaient des défis ou qui devaient tous les 4 dessiner quelque chose à partir, par exemple, d'une spirale. Et il fallait laisser leur imagination. Donc là, on peut retrouver des gens comme Fred, GB, Gottlieb, Bretéché, c'est très sympa de les voir dessiner. C'est des petites vidéos qui durent 10 minutes. Voilà, j'ai mis des liens là-dessus. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Je préviens nos auditeurs qu'on déborde un peu puisque l'émission suivante n'est pas là aujourd'hui. Donc, si ceux qui nous écoutent sur le net, ils peuvent passer à l'émission suivante sur la grille des émissions de Radio Libertaire. Hein, c'est l'émission... Non, ça va se faire automatiquement. Ça va se faire automatiquement ? Bah, nous, ça se fait pas automatiquement. Non, mais nous, c'est le podcast. Ah oui, c'est le podcast, oui, d'accord. Oh, bah, ceux qui sont sur le... Ah oui, sur le podcast, oui, d'accord. Bon, bah, ceux qui l'écouteront sur le podcast, bah non, vous l'écoutez pas maintenant si vous l'écoutez sur le podcast. Bon, bah, alors, bon. On va parler des œuvres de la HEFA, hein, nos œuvres de la HEFA. Alors, les éditions du Monde Libertaire, la petite maison d'édition du Monde Libertaire, mais petite maison, hein, qui tape. Sommes-nous jamais sortis de la barbarie? Bah, ça va bien avec ce qu'on vient de vous raconter, très gai. Le barbare moderne pourrait être comparé à ce mafieux qui a changé de manière mais sans modifier ses habitudes. Comme disait mon papa, les loups perdent les dents mais pas les idées. Le petit prédateur a pris de la hauteur. Il s'est investi en politique, habitué à traiter avec férocité ceux qui, jadis, se risquaient à résister. Notre barbare contemporain ne peut toujours pas se départir de cette brutalité qui fait partie de sa nature profonde, attitude nécessaire pour mieux terroriser les faibles d'esprit. Tout naturellement, le barbare a fait des émules. On les trouve sur tous les chemins de traverse. Il se manifeste sur le lieu de travail, estimant que l'exploitation rationnelle consentie est bien plus efficace que la simple résignation enseignée par les églises. Le barbare est à nos portes, il ne cesse de nous surveiller. Notre voisin est peut-être l'un de ces mercenaires qui n'a rien à refuser à la police. Avec la multiplication des bénévoles en répression, le barbare en chef peut estimer avoir de beaux jours devant lui. Voilà. On peut y mettre ce qu'on veut, hein. C'est libre, hein. C'est bien parce que des bouquins comme ça, on peut les compléter, voilà. Le prix 15 €, collection page libre, et l'auteur est Maurice Rajfus. Voilà un camarade, je pense, qui a connu les camps de la mort. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi, où Rajfus écrit, de temps en temps, Le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, qui va reparaître bientôt. Parce que les vacances sont finies, hein, les rédacteurs, là. Bon. Le Monde Libertaire, que vous pouvez trouver, évidemment, en dépôt de presse à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris, dans le 11e. D'ailleurs, vous pouvez trouver aussi les bouquins dont on vous a parlé, Calvo, Spiegelman ou Gottlieb, si vous les commandez, évidemment. Voilà. Et le Monde Libertaire, alors, vous pouvez trouver un dépôt de presse à la librairie Publico parce qu'on vous a déjà averti que vous n'allez pas le trouver dans votre kiosque habituel. Voilà, ça coûte trop cher pour la trésorerie du journal, la poste évidemment. Voilà, et les messageries ayant changé, étant devenues une entreprise privée, alors qu'avant c'était une entreprise publique, et bien voilà, ça n'est plus soutenable pour notre magazine, pour notre hebdomadaire, enfin pour nos publications en général. Voilà. Donc Publico, peut-être dans les kiosques de gare, mais je suis pas encore sûr. Et vous abonner surtout parce que c'est ça qui soutient vraiment un journal, ce sont ses abonnements. Alors vous pouvez trouver évidemment dans le Monde Libertaire des pages excellentes qui vous changeront un peu du galimatia de la presse capitaliste, voilà, et des cartoonistes aussi qui déménagent, qui n'ont peur de rien, hein, bon. Voilà, le Monde Libertaire qui vous tient au courant un petit peu de l'actualité, mais aussi il y a des articles de fond, des articles plus généraux sur notre mouvement, sur nos idées, etc., sur les mouvements anarchistes dans le monde. Voilà. Et puis la librairie Publico, ah oui, le Monde Libertaire, il y a aussi le numéro hors série aussi qui paraît, qui a aussi en dépôt de presse à la librairie Publico, et le dernier, je vous l'ai déjà dit un certain nombre de fois, mais je me répète, consacré à la psychiatrie, très très bon numéro.
Et puis notre libraire Publico, vous pouvez trouver ses merveilles. Notre libraire Publico et son permanent, Laurent, qui vous y reçoit avec un sourire à vous faire fondre. Voilà, là vous pouvez vous abonner, vous pouvez lui dire je vais m'abonner au Monde Libertaire. Alors il prend vos thunes et voilà, il inscrit vos coordonnées et tout, ou il vous file un petit papier que vous pouvez remplir vous-même. Laurent, et puis parce que la librairie du Monde Libertaire a besoin de vous. Non mais enfin, faut sur quel ton, faut que je le répète. La librairie du Monde Libertaire est aussi et avant tout un espace militant, voyez-vous, accessible toute l'année, où vous pouvez trouver des milliers de livres, des revues, des DVD, des CD, puis toute une biblioterie d'affiches, de fly, etc., où des débats ont lieu, où des films sont visibles, des expos, des concerts, des rencontres avec des auteurs et des activistes venus du monde entier. Mais n'ayez pas peur, c'est pas des activistes méchants. Le lieu de diffusion de la pensée libre, contestataire et anarchiste est la librairie Publico. Des ouvrages accessibles grâce à la diffusion par correspondance aussi, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, paresseux. Porte-voix du mouvement d'émancipation, nous devons le protéger, ou la protéger, plutôt. La crise, les frais postaux qui augmentent, les poches vides des camarades, bref, camarades, auditeurs, l'argent manque. Et nous comptons sur vous pour continuer notre travail. Maintenir et développer de ce lieu important face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples. Important face à la montée du racisme et du nationalisme, ça on en a parlé, important face aux ensoutanés, ça j'adore, face aux ensoutanés de tous les folklores qui pointent leur tronche de traviole, c'est un peu modifié. Nous lançons donc une souscription pour la survie de notre librairie, de votre librairie, comme dirait le camarade Gottlieb, en pointant un doigt sur vous. Voilà. Pour nous aider, voilà. Vous pouvez nous adresser un chèque à l'ordre Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Aubert-Canfil du Calvaire, République, voilà, ou en espèces, CB, directement à la librairie, dans les petites mains de notre camarade Laurent, ou sur notre site, librairie-publico.com, voilà. Alors, avec tout ça, si vous n'arrivez pas à nous refiler de la thune, faut dire, il faut faire, quoi. Vous pouvez nous donner tout ce que vous voulez, d'ailleurs, parce que on prend tout, nous. Bon. Et puis, enfin, la quatrième œuvre, celle où nous officions en ce moment, ma camarade Piquet-Cou et moi, Radio Libertaire, la radio de notre fédération anarchiste, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet. http:// écoutez.radio-libertaire.org, voilà, que vous pouvez écouter évidemment tous les mardis, mais aussi tous les autres jours de la semaine, voilà, sur 89.4, ça c'est la bande FM, ou évidemment sur le net, mais en podcast aussi, comme le disait Piquet-Cou tout à l'heure, le podcast, c'est-à-dire que vous pouvez réécouter l'émission pendant un mois, voilà, et puis vous l'écoutez sur notre blog pendant toute la vie, si vous voulez, tant que notre blog existera. Notre blog, qui, je le rappelle, est, il n'y en a pas d'autre, www.aracaille.fr. C'est simple, www.aracaille.fr. De toute façon, vous tapez Aracaille et vous tombez sur Google, sur notre émission. Il y en a une autre en dessous aussi, Aracaille, l'émission, mais c'est pas ça, c'est la première qui est la bonne. Bon, faut tirer les points sur les i. Voilà, donc notre émission, vous savez, on a un petit studio d'enregistrement où officie Piquet-Cou, qui est pas mal du tout. D'ailleurs, qui a été révisé par notre technicien en chef, un militant bénévole, voilà, qui s'occupe de ça avec d'autres, mais lui, c'est lui le principal responsable de ce qui se passe dans la régie et ce qui se passe pour la radio en général. Voilà, on lui doit beaucoup, parce que si moi je m'entends bien dans le casque, je suis à moitié sourdingue, et si vous entendez bien notre émission, sans blanc, sans bug, etc., c'est grâce à lui. Voilà, qui a passé la dernière fois plus de 3 jours à tout remettre en ordre. Voilà, donc on le remercie évidemment, comme tous les copains qui font de la radio. On est tous redevables de son travail vraiment efficace pour que cette radio soit audible.
Voilà, et la radio, évidemment, elle a besoin de thunes aussi, alors vous pouvez pour nous en amener, soit devenir ami de Radio Libertaire, soit prendre votre carte d'auditeur, qui vous coûtera 20 €, puis il y a une souscription aussi. Mais alors, tout ça, vous allez à la librairie Pélicotte. Bonjour Laurent, voilà, je voudrais la carte d'auditeur. Alors Laurent, gentiment, vous dira, bon oui, bon, pas de problème, c'est 20 €, il vous refilera une carte, si vous lui filez de la thune, évidemment. Et puis, vous pouvez dire, Laurent, j'ai un peu de thune, là, j'ai retiré de mon livret d'épargne A, là, ou je sais pas quoi, là, mon livret A. Bon, je vais mettre ça sur le compte de la radio. Pas de problème, il vous donnera le papier pour souscrire un plan où vous léguez tout bien à la radio. Et voilà, tout ça, c'est dans les mains de notre Laurent. Vous verrez, ça vaut le détour, hein, quand même. C'est grâce à lui que la librairie, enfin, en grande partie grâce à lui que la librairie est aussi souriante. Voilà, une librairie qui a sa place, évidemment, à Paris, comme librairie libertaire, et qu'on espère voir en vivre encore longtemps. Enfin, moi, j'espère la glisser avant elle. Voilà. Et puis voilà, et ben, on a fait le tour du petit business, hein, je crois que j'ai rien oublié. On a débordé d'environ un quart d'heure sur notre temps normal. Et maintenant, je vais vous dire au revoir, camarades auditrices, auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Pas beaucoup de coups de téléphone aujourd'hui. Et de nous écouter la semaine prochaine pour une émission consacrée cette fois-ci aux femmes dans la BD. Voilà, au revoir à tous, à la semaine prochaine. Donc on termine avec Paco de Lucia, La Poesia et Sunarma Cargata de Futura. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.